Bienvenue dans le débat de France 24. La Grèce s'est placée depuis hier en état d'alerte maximale pour protéger, dit-elle, ses frontières. La raison, les migrants, ils sont des milliers à tenter depuis vendredi la traversée terrestre ou maritime depuis la Turquie, depuis qu'Ankara a ouvertement décidé d'ouvrir la voie, manière de protester contre ce qu'elle estime être le manque de solidarité des Européens en Syrie. Les précisions en images d'Ashreen Verdian. Des gardes-côtes grecs qui font tout pour dissuader cette embarcation de migrants de rejoindre les côtes européennes. La Grèce est en état d'alerte maximale face à l'afflux de milliers de migrants et annonce la suspension de toute nouvelle demande d'asile pour les personnes entrées illégalement sur son territoire. Athènes dénonce aussi l'attitude d'Ankara. La Grèce est en train d'être envahie par un pays étranger, la Turquie, qui instrumentalise intentionnellement des gens innocents. Ce nouvel afflux de migrants vers l'Europe, résultat de l'ouverture des frontières turques par Recep Tayyip Erdogan, en violation de l'accord conclu avec Bruxelles en 2016. Objectif, mettre la pression sur l'Europe pour obtenir son soutien dans le cadre des négociations d'une trêve en Syrie. Le président turc n'a pas hésité à jouer la menace et les exagérations. Le nombre de personnes qui ont rejoint l'Europe a atteint des centaines de milliers. Il y en aura encore davantage. Bientôt, ce nombre atteindra des millions. Bruxelles ne cache pas son inquiétude. Les responsables du Conseil européen, du Parlement et de la Commission européenne se rendront mardi à la frontière gréco-turque. Je reconnais que la Turquie est dans une situation difficile. Mais ce que nous voyons maintenant ne peut pas être une réponse ou une solution. L'UE demande à Ankara de respecter le pacte conclu en 2016. La Turquie s'était alors engagée à lutter contre les traversées illégales de migrants vers la Grèce en échange d'une aide financière. 6 milliards d'euros au total, dont un peu plus de la moitié a déjà été versée pour l'aider à gérer les quelques 4 millions de réfugiés et de migrants présents sur son territoire. Et face à cette situation, comment faire ? On en parle avec vous, Caroline de Camaret, chef du service politique Europe de France 24 également. À mes côtés, Guillaume Perrier, journaliste, auteur de Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. C'est paru chez Actes Sud en 2018. Vous avez été correspondant du Monde à Istanbul. Merci d'être avec nous. Merci également à vous, Baudouin Baudru, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Et puis Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. On part tout de suite à Athènes pour rejoindre sur place Alexia Kefalas, correspondante de France 24. Alexia, comment réagit-on aujourd'hui côté grec, notamment sur le terrain, à cette porte ouverte de Recep Tayyip Erdogan ? La situation est vraiment très tendue à la frontière. Vous avez vu ces images d'affrontements entre forces de l'ordre et réfugiés et migrants qui tentent au nord, à la frontière terrestre, d'escalader ou de ciseler le mur de barbelés. Il y a des tirs de sommation, notamment des tirs de gaz lacrymogène, mais pas seulement. Il y a eu un exercice toute la journée des soldats grecs avec des tirs à balles réelles. Donc effectivement, la Grèce, en tout cas les forces armées, montrent les dents pour tenter de protéger les frontières. Même scénario dans les îles où plus de 52 bateaux, notamment des navires de guerre, patrouillent jour et nuit pour tenter de repousser les barques et embarcations de fortune. Forcément, ça ne mène pas toujours à des succès. Il y a à peu près de 1000 personnes qui ont pu arriver par la mer le week-end dernier. Mais il y a surtout une tragédie avec un jeune enfant qui est mort noyé alors que son embarcation de fortune avec à bord 46 personnes était en train de rejoindre l'île de Lesbos. Donc effectivement, la tension est là. Les insulaires, donc ceux qui habitent dans les îles, sont complètement exaspérés par la situation. Pourquoi ? Parce que la Grèce est redevenue la première porte d'entrée des migrants et réfugiés en Europe depuis 2019, depuis l'année dernière. Donc c'est un phénomène qui est très présent. Dans les îles qui sont face à la Turquie, il y a près de 40 000 migrants et réfugiés qui essaient de survivre dans des conditions insalubres. Il manque parfois même beaucoup d'eau potable, de toilettes. Les enfants sont en cellules psychologiques parce qu'ils tentent de se suicider. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Il n'y a pas d'infrastructure et donc les insulaires sont à bout. Il y a des extrémistes qui sont en train de vouloir prendre le dessus et de repousser. Notamment, on l'a vu, des images choquantes hier d'habitants de l'île de Lesbos, extrémistes qui essayaient de repousser des barques. Donc voilà, la situation est tendue tant au nord qu'au sud. Et c'est pour ça que les autorités parlent de menaces asymétriques et ont déclenché cette alerte rouge, l'alerte maximale.
Que compte faire maintenant Athènes? Appeler au secours ses voisins européens? Clairement, c'est un SOS que lance Athènes à l'Europe. Pourquoi? Parce que ce que font les forces armées, les 4000 policiers et soldats au nord, les drones, les patrouilles en mer, c'est protéger les frontières extérieures de l'Europe. Et c'est ce que ne cesse de dire le gouvernement conservateur. Alors, il a des méthodes effectivement assez sévères, mais c'est la seule méthode. Pourquoi? Parce que tout ce dispositif, toute cette artillerie lourde ne suffit pas. Et ce que veut Athènes, c'est qu'il y ait cette solidarité européenne. Il parle techniquement de l'article 78-3 du traité européen. C'est de la solidarité. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie déjà déclencher à nouveau l'opération Rabbit de Frontex. Vous savez, la police aux frontières, de contrôle aux frontières, qui est une opération qui envoie des policiers européens à la frontière grecque, donc à la frontière européenne, mais aussi des fonds aussi pour pouvoir justement faire face à cet afflux de migrants et réfugiés qui pourraient arriver vers la Grèce et éviter à tout prix de revivre, en tout cas c'est ce que veulent les Grecs, la crise de 2015. En 2015, plus d'1 million de migrants et réfugiés avaient traversé la Grèce et ça forcément avec des images très tragiques. Il y avait eu beaucoup de morts, notamment dans la mer Égée, et c'est ce que ne veut pas vivre la Grèce, d'où son SOS à Bruxelles. Merci Alexia Kefalas avec nous en direct d'Athènes. Ces images, elles vous choquent, Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme? Ainsi en est-on arrivé à ce que des centaines de milliers de personnes deviennent une monnaie d'échange, une marchandise, meurent, n'arrivent même plus à vivre dans des conditions décentes. Bien entendu que les images sont choquantes. Ce qui est encore plus choquant, c'est ce qui à la fois les a provoquées et ce qui ne les empêche pas. C'est-à-dire un potentat que je ne qualifierais pas, qui les instrumentalise comme une matière première, comme une matière de guerre, comme une manière de guerre. Et puis, du côté européen, ce rideau de fer qui est tombé et qui fait que, en toute absence de solidarité, car je pense que c'est aussi un élément important, la préoccupation n'est pas que des gens vivent, mais de savoir comment on peut les voir mourir à l'extérieur de nos frontières. Baudouin-Baudru, la priorité dans l'immédiat, c'est de maintenir totalement hermétique l'entrée vers l'Europe, c'est d'envoyer des renforts à travers Frontex sur place de gardes-côtes et de gardes-frontières. Alors, je dirais qu'il y a deux priorités immédiates pour l'Union européenne. La première, c'est de dire qu'on a bien reçu le SOS de la Grèce, 5 sur 5, et que demain, les 3 présidents des 3 institutions européennes se rendront sur place à la frontière terrestre avec la Turquie pour se rendre compte véritablement en direct de la situation, de la gravité de la situation. La deuxième, c'est de continuer, malgré les difficultés, à maintenir les canaux de communication avec Ankara ouverts pour tout faire pour que cet accord, cette déclaration de 2016 soit implémentée complètement des 2 côtés de la frontière. On verra ce que contient justement ce pacte migratoire de 2016. Un mot néanmoins évidemment de la puissance dont tout le monde aujourd'hui s'interroge à essayer de comprendre les motivations exactes. Guillaume Perrier, Recep Tayyip Erdogan menace à nouveau aujourd'hui, ce sont ces mots, de laisser passer des millions de migrants. Il a vraiment en tête l'idée d'ouvrir totalement ses frontières. Et pour lui, ces migrants dont il se targuait au début de cette guerre en Syrie, de les accueillir dans un grand geste fraternel, aujourd'hui, il n'a cure de leur sort. Je pense que depuis le début, il est assez clair pour la Turquie que ces migrants sont une arme de négociation. Et c'est devenu d'autant plus clair, je pense, à partir du moment où cet accord a été signé avec l'Union européenne. Je dirais que cette arme de négociation, l'Europe lui a servi sur un plateau. Cet accord était indigne à bien des égards. On a beaucoup souligné à l'époque qu'on ne pouvait pas sous-traiter cette question, que c'était, je dirais, l'illustration de la faiblesse de l'Europe, d'être incapable de trouver une réponse, une politique migratoire commune face à un problème qui concerne tous les États européens. Et donc, en voulant sous-traiter cette question
un État comme la Turquie, qui n'est pas pleinement signataire de la Convention de Genève, où les réfugiés ne sont pas des réfugiés. Rappelons que les Syriens qui sont sur le territoire turc sont des invités temporaires. Les invités temporaires sont évidemment destinés un jour à être reconduits, soit chez eux, soit de l'autre côté de la frontière. Donc cet accord portait déjà, dès le départ, dès la signature, les germes de ce qui se passe aujourd'hui. Erdogan, depuis 4 ans, n'a cessé de faire chanter les Européens, de menacer de ce qui se passe aujourd'hui. On ne l'a pas écouté, on ne l'a pas pris au sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'abord la responsabilité des Européens dans cette crise. Voilà. Cela dit, cet accord, si on revient à 2016... Alors justement, on va voir ce que contient l'accord peut-être en quelques points, parce qu'effectivement, Ankara s'engageait à l'époque à lutter contre les traversées illégales. Mais il y avait quand même un certain nombre de contreparties qui avaient été promises à la Turquie en échange. L'Union européenne devait accepter sur son sol 72 000 Syriens éligibles à la demande d'asile. Il était question évidemment d'argent, comme souvent malheureusement dans pareilles circonstances, un fonds de 3 milliards d'euros déjà prévu précédemment et en l'occurrence renouvelable, d'une levée des restrictions européennes sur les visas attribués aux Turcs pour entrer dans l'espace Schengen, disposition qui devait être activée dès le mois de juin 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Et puis, il était question aussi d'ouvrir de nouveaux chapitres d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Question, Caroline de Camaret, l'Europe a-t-elle respecté ses engagements ? Alors, on peut poser la question dans les deux sens d'ailleurs. L'Europe et la Turquie ont-ils respecté leurs engagements ? Côté européen, pour ce qui est de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes, on est à 3,2 milliards versés sur 6 milliards. Donc, on est, l'a rappelé encore aujourd'hui le porte-parole d'Angela Merkel, plutôt dans les clous. Après, côté turc, en effet, l'engagement principal qui était de stopper, de bloquer le flux important vers la Grèce et qu'elle ne soit plus la première destination en quelques mois, d'ailleurs en quelques années, elle n'est plus devenue la première destination, c'est devenu l'Italie d'afflux des réfugiés. Ça aussi, ça a été le cas en fait. Ça a été, quand on parle aujourd'hui de 15 000 personnes qui passent la frontière, etc., ça n'a plus été le cas depuis la fameuse crise migratoire de 2015. Donc ça a été le cas. Maintenant se pose la question, en effet, de cette chancelière allemande qui juge aujourd'hui inacceptable qu'Ankara fasse pression sur l'Union européenne, sur le dos des réfugiés, alors que c'est elle qui a vraiment poussé à ce deal et qui était à la manœuvre pour convaincre la Turquie et le reste des Européens de faire ce pacte migratoire et qui, aujourd'hui, on entend un commissaire justement grec, Margaritis Kinas, aux migrations dire personne ne peut faire chanter l'Union européenne. Ben si, justement, Recep Tayyip Erdogan y arrive très bien. Et ça pose véritablement une question. Ça posait déjà des questions de droits de l'homme sévères qu'avaient soulevé la plupart des ONG et beaucoup évidemment d'eurodéputés aussi dans une opposition au PPE qui domine effectivement le Conseil européen et qui domine également la Commission. Mais ça pose effectivement la question, au-delà de l'efficacité pour endiguer la crise migratoire, de la légitimité. Et ça, je pense que même en allant à la frontière, Ursula von der Leyen, même en convoquant 2 conseils européens, ce qui est le cas, il y a 2 conseils extraordinaires qui vont être planifiés là. Un conseil justice, affaires intérieures, donc pour traiter de la question migratoire dès mercredi, et vendredi, important aussi, annoncé même d'ailleurs avant, un conseil sur les moyens Frontex. Et là, c'est l'aspect sécuritaire qui quand même domine un peu ce dossier, il faut bien dire. Fallait-il ou pas traiter avec Erdogan ? Un pacte avec le diable, disent certains. On va évoquer cette question dans un instant. Mais au-delà de ça, à partir du moment où l'on a fait ce pacte avec le diable, n'a-t-on pas pris le risque de manquer un certain nombre d'obligations, ce faisant de nous mettre nous-mêmes dans cette situation aujourd'hui, Baudouin Baudru ? Alors, je crois que la première obligation que l'Union européenne a voulu remplir, en quelque sorte, c'est effectivement d'apporter une aide directe aux réfugiés qui se trouvaient en Turquie. Et les 3,2 milliards qui ont déjà été versés l'ont été principalement à des organisations non gouvernementales, à des agences de Nations Unies, et pas à M. Erdogan et son régime. Peut-on préciser, pardonnez-moi de vous interrompre, peut-on préciser que la quasi-totalité des ONG qui ont été alimentées sont des ONG turques. Or, aujourd'hui, l'indépendance des ONG turques à l'égard du gouvernement turc équivaut à absolument rien du tout. Donc là, il y a quand même un vrai problème de savoir comment tout cela a été géré, en dehors même du principe. Mais en attendant, 1 700 000 réfugiés, dont 500 000 enfants, ont bénéficié de cette aide en termes d'éducation, de logement, d'accès aux soins de santé. Ça, ce sont quand même des
des preuves tangibles que l'aide n'a pas été finalement déviée. Au plan financier, l'Europe a respecté sa parole. Au plan de l'ouverture européenne à la Turquie, est-ce que ça a été le cas ? Sur les visas, sur les chapitres d'adhésion. La situation en Turquie a évolué beaucoup ces dernières années, elle évolue encore. Et donc, effectivement, il y a quand même des conditions qui s'appliquent en fait à l'ensemble des pays tiers qui souhaitent, avec l'Union européenne, faciliter les accès. Le respect de l'état de droit, quand même, était la condition principale à la mise en œuvre. Vous dites, Guillaume Perrier, la dérive du pouvoir turc, plus encore depuis le coup d'État manqué, explique en partie le fait que l'Europe n'est pas satisfait, disons, à toutes ces conditions ? Oui et non, parce qu'en mars 2016, la situation de l'état de droit en Turquie était déjà une catastrophe. Le coup d'État a effectivement été un accélérateur de l'histoire, mais au moment de la signature de ce pacte, l'état de droit n'était déjà plus une réalité en Turquie. Donc, on a soumis effectivement un certain nombre de réformes au respect de l'état de droit qui était le critère principal à respecter, mais tout en sachant très bien que ça ne pourrait jamais être le cas. L'indépendance de la justice, enfin les 73 critères destinés à la mise en œuvre. Pour vous, Michel Toubiana, ce pacte était déjà en lui-même une forfaiture ? C'est un pacte de dupes et une forfaiture en même temps. C'est-à-dire que tout le monde savait que tout ce qui était en jeu, c'était mettre les Syriens et les autres réfugiés en dehors des frontières de l'Union européenne, et les Turcs encaissaient le maximum d'argent possible. Personne n'a jamais cru qu'on ouvrirait les visas aux Turcs, et encore moins qu'on revisiterait les chapitres d'adhésion là-dessus. Et en revanche, M. Erdogan a constaté que ça marchait. C'est-à-dire que son chantage marchait. Eh bien, ça lui a quand même coûté un peu, 3,7 millions de personnes sur son sol. Il nous fait payer aujourd'hui ce que nous avons lâchement consenti hier. Je crois que l'un des critères du pacte aussi, qui était évidemment induit, qui n'était pas quelque chose d'officiel, mais c'était aussi que les pays européens mettent en sourdine leurs critiques justement sur les atteintes aux libertés, aux droits de l'homme en Turquie, et c'est ce qui a été fait. Début 2016, à l'époque où est signé ce pacte, c'est la période pendant laquelle il y a une répression massive dans les villes kurdes, qui ont été rasées, qui ont été vidées de leur population, avec des centaines de morts civiles. L'Europe a fait preuve d'un silence assourdissant à ce moment-là. Et je dirais que ça, c'est pour Erdogan, pour un autocrate comme de ce type-là, c'est le signe, la marque d'une faiblesse chez son adversaire. Et Erdogan ne fonctionne que comme ça. Il exploite les faiblesses de ses adversaires, il voit une brèche, il s'y engouffre totalement. Donc si vous voulez, à partir du moment où il a compris que la question migratoire paralysait les Européens et était évidemment un facteur de division, enfin en tout cas l'impossibilité à trouver une unité entre les pays européens, Erdogan a parfaitement compris qu'en appuyant sur ce point-là, il aurait des résultats. Et il y est arrivé. Mais les négociations ont été gelées néanmoins. Les négociations avec la Turquie les négociations sont gelées depuis 2007. Son statut de candidat n'a pas progressé d'un pouce. Et en effet, d'autres ont obtenu des visas dans les Balkans, alors que pendant que la Turquie ne les obtenait toujours pas. Il faut dire quand même que Erdogan a parié qu'il n'avait pas besoin de l'Europe aussi. Ça a été un choix qu'il a fait lui aussi en disant finalement on ne va pas se développer du côté... et c'est un pays qui a besoin de se développer économiquement avec une croissance puissante qu'il voudrait développer aussi par le commerce, etc. Il a choisi aussi de tourner le dos à l'Europe. On va en parler dans un instant parce qu'on est déjà arrivé au terme de la première partie du débat, mais on se retrouve dans moins de 2 minutes et vous aurez la parole dans un instant. Guillaume Perrier, restez avec nous. Évidemment, nos autres invités. Retour au débat de France 24, deuxième partie, avec toujours à mes côtés la chef du service Europe de France 24, Caroline de Camaret, avec toujours également Guillaume Perrier, journaliste, auteur de Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan et également ancien correspondant du Monde à Istanbul, avec le chef de la représentation en France de la Commission européenne, Baudouin Baudru, et enfin Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Guillaume Perrier le disait juste avant la pause, Recep Tayyip Erdogan tenter de pousser son avantage aujourd'hui sur cette question des réfugiés dans ce qu'il pressent comme étant l'une des faiblesses de l'Union européenne dans le rapport de force qu'entretient Ankara avec Bruxelles. Écoutez en tout cas la réponse très ferme aujourd'hui de la chancelière allemande Angela Merkel. Avec toute la compréhension et toute la volonté de parler afin de fournir plus de soutien, je pense qu'il est inacceptable de s'en occuper au détriment des migrants.
Ils ont été motivés pour aller à la frontière et se retrouvent dans une impasse. Notre politique et l'accord de l'Union européenne avec la Turquie est fait pour ne pas faire de politique au détriment des migrants, mais plutôt pour trouver des accords entre les États, pour ne pas mettre les migrants dans une situation plus difficile ou encore faciliter la vie des trafiquants. Michel Toubiana. La chancelière, parce qu'elle a quand même, à un moment quelconque, manifesté un courage politique à l'égard, y compris de l'Allemagne, dont on voit aussi quelque part les effets. Mais en même temps, cessons de faire de la morale. Là, elle fait la morale à un dictateur. Ça n'a aucune portée. Et surtout, ça évite de s'interroger sur ses propres failles. Et les failles en question, c'est les failles de l'Union européenne. C'est les pays qui refusent d'accueillir des migrants. C'est tout transformer en combien. On ne parle plus d'hommes et de femmes, on parle de combien. Et cela, ce n'est ni les idéaux de l'Europe, ni l'image que je m'en fais, ni même un avenir pour l'Europe. Parce que là, on entretient, même si elle ne le veut pas, elle entretient directement les discours populistes, etc., en montrant l'incapacité de l'Europe à s'unir pour accueillir. Je voudrais quand même dire des choses très clairement là-dessus. Il n'y a pas une crise des réfugiés, il y a une crise de l'accueil en Europe. On va l'évoquer, mais dans un instant, Michel Toubiana, notamment ce que peut faire l'Europe. Vous jugez, vous avez porté un regard sévère sur le bilan de Recep Tayyip Erdogan, mais sur cette question de l'accueil des réfugiés, 3 700 000 Syriens sur son sol, accueillis dès le début de cette guerre en Syrie. Vous trouvez qu'il s'est conduit en homme d'État ? Je pense que, sans vouloir tout diaboliser, je pense que Erdogan avait un intérêt à accueillir ces gens. Le point de départ d'Erdogan, c'est qu'il veut se débarrasser de Bachar al-Assad. Et à partir de ce moment-là, il ne peut pas faire autrement qu'accueillir des gens qui, au surplus, arrivent et qu'il ne peut pas repousser n'importe comment. Mais là aussi, la question qui se pose, c'est, comme pour la Grèce d'ailleurs à cet égard, comment avons-nous traité, géré, en tant qu'Union européenne, en tant que pays de l'Europe, ces réfugiés, dont il ne me paraît pas contestable aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, qu'ils sont d'abord des réfugiés. Baudouin-Baudru. Oui, je voudrais quand même intervenir ici pour rappeler quand même que l'objectif prioritaire de cette déclaration de mars 2016, c'était quand même de mettre fin à l'hécatombe dans la mer Méditerranée, à laquelle on a assisté malheureusement un peu désarmé. C'était pour sauver des vies ? Évidemment. Et d'ailleurs, les chiffres, les statistiques le démontrent. Hein. Le nombre de migrants ou de réfugiés qui sont venus en Europe a diminué très fort, mais également, évidemment, aussi le nombre de morts par accident dans la Méditerranée, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez raison en disant que c'est aussi une crise de l'accueil en Europe. Et c'est vrai que le système de Dublin, qu'on appelle de Dublin, où finalement c'est le pays d'accueil ou d'entrée qui doit prendre en charge l'ensemble des formalités d'examen de demandeurs d'asile. Que Mme Merkel a allègrement violé, d'ailleurs, elle-même. Quand on a quelques milliers de réfugiés... Pour accueillir plus d'1 million de réfugiés sur son sol. Mais ça veut dire que ça place, pardonnez-moi juste pour ceux qui nous regardent comprennent, ça place l'Italie, la Grèce et l'Espagne, premier pays d'entrée, et également Malte, comme des pays qui ont à gérer aujourd'hui un nombre très significatif de réfugiés. Absolument. Alors, étant donné qu'on a effectivement un nombre beaucoup moins important qu'en 2015 de réfugiés, ça a plus ou moins fonctionné, mais la solidarité européenne n'a pas été au rendez-vous. Alors, c'est la raison pour laquelle la Commission actuelle, sous la présidence de Mme von der Leyen, M. Schinas en particulier, et Mme Johansson, travaille à préparer un pacte de la migration qui devra apporter une réponse à ces problèmes que le système de Dublin n'a pas pu résoudre. Mais c'est très mal engagé quand même, si je puis me permettre, parce que effectivement, j'ai suivi le dernier sommet européen sur le budget. Les 27 ne se sont pas mis d'accord sur le futur budget de l'Union européenne, et dedans, on voit bien qu'il n'y a donc pas les fonds pour les fameux renforts Frontex qu'on nous annonce. Ça, c'est la partie sécuritaire. Et encore plus intéressant, quand on dit ce budget, finalement, il va être ventilé en fonction d'une conditionnalité pour les pays de l'Est,
en particulier la Hongrie, la Pologne, qui disent et qui le redisent encore aujourd'hui tout haut, qu'ils ne veulent pas et qu'ils accueilleront 0 réfugiés, eh bien, on va conditionner leur aide, c'est-à-dire à la cohésion, les aides qu'on distribue assez généreusement de ce côté-là pour un rattrapage économique de ces régions plus pauvres, eh bien, on va les conditionner à un accueil un peu plus décent ou du moins un engagement vis-à-vis des réfugiés, peut-être un engagement financier, une forme d'engagement pour eux. Et là, ils répondent non, ils répondent nous ne serons pas de la partie. Et ça, c'est un problème qu'on se traîne en effet depuis la crise de 2015 où on n'a pas réussi à les faire entrer dans le jeu de cette politique migratoire. On n'a aucun moyen de les contraindre, Baudouin Baudru ? Les contraindre juridiquement, non. Politiquement, il y a des moyens de pression. Et financièrement, c'est vrai que c'est un instrument qu'on a proposé pour faire pression sur eux. Ça fait combien de temps qu'on parle de la conditionnalité qui vient d'être évoquée ? Au moins 5 ans. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre ? L'article 7. Mais comme lui, c'est la bombe atomique et que personne ne le votera, ça n'a aucun effet. Mais en revanche, être rentré de plein pied dans le débat qui permettait de rappeler à ces pays leurs devoirs, leurs obligations en tant que membres de l'Union européenne, c'est resté des discours creux. Problème de règle de l'unanimité. On va rappeler l'article 7. Rappelez l'article 7. L'article 7, en effet, des traités, enfin, Baudouin va le faire beaucoup mieux que moi, qui permet de suspendre le droit de vote d'un pays si on considère qu'il viole, qu'il y a des manquements à l'état de droit, et en particulier, évidemment, dans le cadre des migrants, mais dans le cadre de leur réforme judiciaire et de plein de choses, c'est patent. Mais ce qui est intéressant quand même, et ce qui bloque un peu l'Union européenne, c'est cette fameuse règle de l'unanimité, en particulier sur les questions même migratoires. On a déclaré que finalement, on a essayé de passer outre. Juncker a essayé de passer outre et de dire, tant pis, il en manque un à la paille, on fait quand même des quotas de répartition des migrants. Et ça n'a pas marché. La règle de l'unanimité, elle vaut sur l'article 7. Elle ne vaut pas sur les questions des aides. Politiquement, non, absolument. Voilà. C'est pour ça que ce règlement a toutes les chances d'être adopté, même contre l'avis d'un certain nombre d'États membres, qui sont minoritaires quand on compte tout le monde, et qui obligera effectivement ces États membres ou à s'aligner et à respecter pleinement les droits fondamentaux, ou alors à devoir eux-mêmes débourser pour les aides de cohésion. Quelque chose de très symptomatique. Vous évoquez Frontex. Frontex, pendant un moment, on nous l'a présenté comme étant un organisme qui effectivement régulait l'entrée aux frontières, mais aussi sauvé. Les opérations communes de contrôle aux frontières. Mais aussi de sauvetage. Or, l'Union européenne a réussi ce tour de force, il y a quelques jours, une semaine ou 10 jours, à supprimer toute intervention en Méditerranée. C'est-à-dire que cela ne repose plus que sur les ONG. Avec la volonté, pour un certain nombre de pays, et y compris par exemple en Grèce aujourd'hui, de criminaliser les ONG. Parce qu'elles apportent l'aide et qu'elles essayent d'appliquer le droit. Elles sont accusées de créer un appel d'air, voire parfois... Non, mais c'est l'accusation qui est portée contre elles, de créer un appel d'air, c'est-à-dire de faire venir des migrants, voire même de travailler parfois conjointement avec les passeurs. Écoutez, c'est absurde. Je suis c'est l'accusation qui est régulièrement portée contre elles. J'entends bien, vous avez raison. Écoutez, je ne suis pas un tenant de ce type de comparaison, mais il y a un moment quand même où on devrait se rappeler dans l'histoire que ce type de discours a été tenu à propos d'autres réfugiés qui en sont morts. Oui, ce qui est intéressant quand même, je trouve quand même, c'est ce qui se passe en Grèce en ce moment. C'est-à-dire quand des habitants des îles de Lesbos, etc., qui mettent le feu au camp de réfugiés pour qu'on ne puisse pas revenir à l'intérieur. Et je trouve que quand même, il y a aussi une ambiance qui a changé en Grèce très nettement depuis l'élection d'un gouvernement de droite un peu dur quand même, Nouvelle Démocratie, en juillet 2019 en Grèce. Cette ambiance a changé et les règlements ont également changé. Alors ils ont supprimé le ministère de la Migration, ils ont dû le restaurer parce qu'ils n'arrivaient pas à faire face quand même, puisque c'était quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, il parle de 1200 officiers supplémentaires. Il y a eu des lois qui ont été passées par Nouvelle Démocratie, justement, l'octroi du droit d'asile en Grèce, réversible tous les 3 ans, ce qui est quand même pas très réglo du point de vue des règles européennes. Et puis, ils veulent mettre en place un mur flottant de 2,7 km de long. Et ça, c'est évidemment aussi un projet très controversé par les ONG. Mais je pense qu'on va entendre encore pire. Je veux dire,
Lorsqu'on voit Baudouin-Baudru, ce qui se passe actuellement, les mouvements de population, enfin les mouvements au sens manifestation, hein, à Lesbos ou Chios, face à la construction de ces centres, on se dit quoi que cette idée des hotspots, elle n'a pas marché, ces centres d'accueil censés justement étudier les demandes? Je pense qu'on se met un instant à la place de ces habitants, de ces municipalités, petites municipalités tranquilles jusque 2013, 14, 15, on peut comprendre, d'un point de vue purement humain, qu'ils se sentent menacés par ce flux qui, manifestement, au niveau de la gestion des camps, ne correspond pas à une gestion impeccable de ce phénomène. Maintenant, ce pourquoi nous aidons aussi la Grèce, c'est d'effectuer effectivement des transferts vers le continent en plus grand nombre. Jusqu'à présent, depuis août 2017, il y a un peu plus de 60 000 réfugiés qui ont été transférés des îles vers le continent. C'est manifestement pas assez. Il faudrait effectivement désengorger ces points d'entrée sur les îles de manière à ce que la population soit sans doute plus à même d'accepter de servir de point de transit. C'est ce que fait le gouvernement. Guillaume Perrier. Je pense que c'est important aussi de ne pas assimiler la population à des réactions populistes d'extrême droite qui sont évidemment... C'est le Parti communiste à Lesbos notamment qui est à la manœuvre dans ces manifestations. Pas uniquement. On a pas vu uniquement, mais bon voilà, il y a aussi la gauche. Attaquer les réfugiés. Il y en a deux partis communistes. Voilà, enfin... Le Parti communiste grec, c'est quelque chose d'assez particulier. Je crois qu'il ne faut pas assimiler non plus tout ça. La Grèce a quand même, depuis des années, le problème migratoire en Grèce, il ne date pas d'hier. En 2004, on était déjà dans une situation catastrophique dans les îles grecques. Il y a quand même, beaucoup plus que dans d'autres pays en Europe, une capacité d'accueil et une ouverture aux migrants qui reste quand même assez remarquable. Donc pour vous, il n'y a pas de risque que ces images-là, par exemple, alimentent le vote Obdoré? Il y a un risque, évidemment. Obdoré a fait 5% aux dernières élections, donc l'extrême droite est quand même moins forte que dans beaucoup de pays européens, y compris la France. Il faut quand même rappeler ça. Il y a aussi une capacité d'accueil. Il y a des manifestants, effectivement, anti-migrants à Lesbos, mais il y a aussi eu une marche pour soutenir les migrants et pour s'opposer à la politique qui est menée par Athènes aujourd'hui dans les îles grecques. Donc il y a les deux. Parce qu'Alexis Tsipras n'a pas complètement, et Syriza n'ont pas complètement disparu du paysage politique non plus. Et c'était une politique sensiblement différente, je crois, quand même. Bien sûr, bien sûr. Vous avez noté un raidissement, Michel Toubiana, de la part justement de Mitsotakis et de l'arrivée de cette nouvelle majorité en Grèce? C'est un discours et une pratique qui... côtoie de près les limites de l'extrême droite et du rejet systématique. Il surfe là-dessus, y compris sur un discours qui, lui, n'est pas dénué de fondement et que l'on a entendu dans certains reportages au niveau de la population de Lesbos. C'est-à-dire, que fait l'Europe? Quelle est la solidarité européenne? Et les Grecs, je crois, dans l'ensemble, sont, malgré ce qu'ils ont subi, et Dieu sait qu'ils en ont subi, nos amis grecs, malgré ce qu'ils ont subi, l'Europe reste profondément européen. Et on leur sert quoi aujourd'hui? On leur sert un deal avec la Turquie et aucune solidarité concrète sur place. Oui, quand même, depuis 2015. Si insuffisante. Le camp de Moria dont on parle à Lesbos est une honte pour l'humanité. Une douche pour 500 personnes. Hein. Ça dépasse l'entendement. On a des enfants qui se suicident. Enfin, imaginez ce qui... C'est totalement... Tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que pour ça que l'Union européenne est responsable responsable de ne rien faire? Je ne pense pas. On a quand même versé plus de 2,3 milliards à la Grèce depuis 2015. Il y a eu des difficultés d'absorption des fonds, effectivement, et c'est pour ça qu'on va essayer maintenant. Et la visite demain des 3 présidents des institutions européennes est là pour témoigner de cette solidarité et de faire avancer les choses de manière plus efficace. Je vous fais une proposition. Retrouvons-nous à débattre dans 15 jours. Et on verra si les choses ont avancé. Le fait, Caroline de Camaret, que la Grèce soit un pays par ailleurs lourdement endetté, qui ait vu même son existence même au sein de l'Union européenne un temps remise en cause, est-ce que cela joue aujourd'hui dans la crise des migrants et dans ses rapports avec Bruxelles sur cette crise? Quand on parle de solidarité, c'est bien aussi parce que la Grèce estime qu'au-delà du fait qu'on n'a pas pris un certain nombre de réfugiés, on n'y a fait aucun cadeau sur le chapitre, effectivement, de la crise économique et que la Troïka, finalement, a mis une pression maximale sur l'orthodoxie budgétaire, donc sur la population grecque par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont subi 2 chocs, un choc migratoire plus un choc économique simultanément, et que donc elle considère qu'on n'a pas relâché en quelque sorte les verrous du pacte de stabilité pour elle, ou qu'on n'a pas suffisamment aménagé ce pacte, ça c'est certain. C'est vrai aussi que, en fait, si on réfléchit au cas de la Grèce,
Recep Tayyip Erdogan ne fait aucun cadeau aux Grecs et il est plus embêté vis-à-vis de la Bulgarie. Pourquoi? Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a une rivalité beaucoup plus forte entre Grèce et Turquie, ça on oublie peut-être de le dire, à cause de la question de Chypre, et que donc... réactivé d'ailleurs ces derniers temps par les forages. Il y a une certaine... Il va recevoir très vite, vous le voyez, les responsables et les leaders bulgares, mais en revanche avec la Grèce, c'est toujours des relations extrêmement tendues quand même. Guillaume Perrier. C'est aussi contentieux historique. Très peu de migrants veulent aller en Bulgarie, ça c'est quand même un fait. Les migrants qui sont acheminés par le pouvoir turc à Edirne veulent tous aller plutôt en Grèce parce que bon voilà, il y a une expérience des parcours migratoires, donc on sait que c'est quand même plus facile de passer par la Grèce. Oui, effectivement, il y a une rivalité historique qui est réactivée politiquement en ce moment par la Turquie. Les forages pétroliers, gaziers, autour de Chypre et en mer Méditerranée, le déploiement en Libye, tout ça est en train de recréer une nouvelle géopolitique énergétique en mer Méditerranée, effectivement, avec une nouvelle confrontation entre la Grèce et la Turquie sur ce terrain-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi un des principaux motifs, si vous voulez, de l'offensive d'Erdogan par rapport aux migrants. Le choc migratoire que Caroline de Camaret évoquait s'agissant de la Grèce, les Turcs l'ont connu évidemment en première ligne. Aujourd'hui, il y a un consensus politique derrière Erdogan sur cette question pour dire que la Turquie ne peut plus accueillir davantage de réfugiés. Alors, ça, c'est un autre aspect. Mais effectivement, Erdogan a réussi à amener son opinion sur cette idée-là. Alors, c'est vrai que la Turquie a fait beaucoup d'efforts. Il y a 3,6 millions de Syriens, dont un demi-million dans des camps de réfugiés depuis plusieurs années, ça dure depuis 2012. Il faut quand même se rappeler qu'au début de la crise syrienne, la Turquie a refusé l'aide des organisations internationales, parce qu'au départ, elle s'estimait suffisamment puissante pour gérer le problème toute seule. Et puis aujourd'hui, bon, évidemment, elle est un petit peu dépassée par les événements et donc a besoin d'un soutien. Mais cette arme de négociation, encore une fois, que sont les réfugiés, elle en a toujours eu conscience. Donc, oui, il y a cette conscience. Le problème aussi, c'est que l'économie turque aujourd'hui n'est plus aussi florissante que par le passé. La main-d'œuvre fournie par ces migrants a servi l'économie turque pendant des années, a permis effectivement aux usines de tourner avec des salaires à bas coût et on ne se posait pas la question de la protection sociale des travailleurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose effectivement qui n'est plus possible parce que les Turcs, il y a un taux de chômage considérable. Il y a dans toutes les villes, là, depuis quelques jours, des pogroms anti-syriens. On attaque les commerces, on attaque les maisons des Syriens pour les faire fuir vers la Grèce. Il y a donc effectivement... Erdogan est persuadé, si vous voulez, que sa défaite aux dernières élections municipales, c'est à cause des réfugiés syriens. Donc il y a une politique concertée entre Erdogan qui dit « j'ouvre la porte » et sur le terrain, ses relais qui cherchent à faire fuir les migrants. Il y a aujourd'hui une hostilité contre les Syriens en Turquie, de la part de tous les partis politiques, de toutes les tendances politiques. Et donc Erdogan, en bon dirigeant populiste, est obligé, si vous voulez, de prendre le pouls de sa population et de tenir compte de ce sentiment assez fort en ce moment. Encore une fois, il y a des scènes d'émeutes et de violence contre les réfugiés syriens tous les jours en ce moment. Alors la balle, on l'a compris, désormais elle est dans le camp de Bruxelles. Et écoutez ce que disait la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, aujourd'hui. Demain, les représentants des 3 institutions européennes, le Parlement, le Conseil et la Commission, c'est-à-dire le président David Sassoli, le président Charles Michel et moi-même, nous rendrons ensemble en Grèce pour témoigner du plein soutien de l'Union européenne. Comme je l'ai dit, le défi auquel la Grèce est confrontée est un défi européen et la Grèce a notre soutien total. Oui. Baudouin-Baudru, oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors justement, Baudouin, vous l'avez dit avant de venir, on va être très honnête avant de venir à cette émission, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous, sur ce qui va ou pas être dit demain, mais est-ce qu'il faut s'attendre quand même à des annonces de la part de la Commission, du Parlement et du Conseil? Alors, bien sûr, la présidente de la Commission et les 2 autres présidents vont faire en sorte de pouvoir non seulement témoigner leur solidarité vis-à-vis de la Grèce, mais aussi d'apporter du concret. Qu'est-ce que ça veut dire, la solidarité à court terme, en assurant effectivement aussi les autorités grecques et la population grecque, non seulement de la disponibilité de renforcer Frontex, donc de faire venir des agents de contrôle des frontières, etc., en Grèce, là notamment au point critique, de l'aide financière supplémentaire là où c'est utile, mais aussi effectivement de confirmer cette pression que nous continuons à exercer sur les autorités turques pour mettre fin à ce flux massif de réfugiés à la frontière grecque. Et ça, on le fait de toutes les façons possibles. Enfin,
Madame la présidente von der Leyen a indiqué qu'elle a ce week-end parlé 5 fois au téléphone avec son alter ego turc pour effectivement essayer de les convaincre de mettre fin à ce qui est, disons, une interprétation très large de l'accord de 2016. Pardonnez-moi de poser une question qui paraît saugrenue, en l'état actuel des choses. Et pour les réfugiés, que compte faire l'Union européenne? Alors, pour les réfugiés, je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, M. Chinas et Mme Johansson travaillent sur un pacte migration, de manière à désengorger... Les réfugiés, ce n'est pas une migration. Les réfugiés, c'est un déplacement de population. C'est un déplacement de population qui craint pour sa vie. Une migration, c'est des gens qui migrent pour des raisons multiples ou autres, mais qui n'ont, par exemple, a priori, ne sont pas reconnus en tant que réfugiés au sens de la Convention de Genève ou du HR. Personne n'allait en Turquie. Seuls les ressortissants européens peuvent être reconnus comme réfugiés. Mais en revanche, en termes de droit européen, ça existe, la Convention de Genève. Donc, par conséquent, la question que je me permets de poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les réfugiés? Alors, pour les réfugiés, il y a les dispositions qui sont prévues dans le traité, il y a aussi le droit international, il y a le droit d'asile, mais il y a aussi la possibilité d'accueillir des personnes qui sont menacées dans leur vie, même s'ils ne répondent pas strictement à la définition de demandeurs d'asile. Et ça, on l'applique au niveau de l'Union européenne, évidemment. Sauf qu'actuellement, on les rejette à la mer. On a suspendu l'examen des demandes d'asile en Grèce, donc comment... Alors ça, c'est une décision du gouvernement grèce qui est en train d'être effectivement examinée par la Commission européenne. Et c'est illégal selon la Commission européenne. Oui, et on en aura sans doute la réponse la Commission demain. Ne s'est pas encore Pardonnez-moi, officiellement on arrive au terme de cette émission, mais en tout cas, voilà, on a pu chacun, enfin on l'espère, vous avez pu échanger entre vous. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce débat. Merci à vous, Michel Toubiana. Merci à Baudouin Baudrouy d'avoir été avec nous, à Guillaume Perrier, Caroline de Camaret pour France 24.